C'est l'heure, on démarre. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer donc immédiatement ce présent conseil municipal dont l'objet principal est l'examen des orientations budgétaires. Donc ne partez pas trop vite à la fin pour signer les différentes pièces. Quelques procurations. Michel Balland m'a donné procuration. Corinne André a donné procuration à Karine Beach. Anne-Béatrice Ferreira quittera le travail à 19h30, donc nous rejoindra dans un deuxième temps et en attendant donne procuration à Dominique Marquer. Romuald Manjonjean donne procuration à Francine Moine. Marie Bergiste à Emre Demir. Frédéric Chevalet à Laetitia Villemain. Et Stéphane Perry est excusé. Voilà. Et on a Delphine Scullion qui va nous rejoindre. Elle était à Sarreguemines encore à 17h et il y a des bouchons sur la route, donc elle nous rejoindra peut-être en cours de séance. Voilà. Vous avez lu le procès-verbal de la dernière séance du 21 décembre, donc vous avez peut-être des remarques ou des questions sur ce rapport. Non, si vous n'en avez pas, eh bien, il est adopté. Sur le tableau des décisions, vous avez vu les différentes demandes de subventions, les affaires immobilières également, qui ont pu avoir lieu depuis la dernière séance du Conseil. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous ont interpellé? Non? Eh bien, tout va bien. Eh bien, nous allons attaquer le débat d'orientation budgétaire que j'ai souhaité agrémenter cette année de quelques éléments macroéconomiques, parce que si vous voulez, sans faire... c'est pas Davos, hein, ça restera accessible, hein, mais pour quand même bien comprendre le contexte dans lequel on évolue, qui ne cesse d'évoluer depuis des années, des mois, et dans lequel il faut quand même, je dirais, s'inscrire pour établir nos stratégies et nos politiques, même si ça ne sera pas sans difficulté, hein, clairement, parce qu'on va normalement aborder une phase d'endettement assez conséquente dans les années qui viennent, à un moment où les taux d'intérêt sont particulièrement élevés. Alors, ils devraient diminuer cette année, parce que l'inflation semble un peu mieux contenue, mais bon, aller prévoir quoi que ce soit aujourd'hui de clair et de certain pour les mois et les années qui viennent, ça relève d'un défi impossible. Donc, voilà, mais ça me semblait intéressant. Et puis, évidemment, on pourra... regarder les différentes opérations prévues, notamment il s'agit de parler des investissements à prévoir pour 2024 et 2025, et puis de commencer à voir et à regarder ce qui va déborder naturellement sur 2026, et bien entendu par rapport à la nécessaire clarté et transparence dans les futures échéances municipales qui vont arriver vite, sans aucun doute, il faut indiquer au conseil municipal et aux électeurs les charges qui resteront à honorer après les élections municipales, quel que soit le choix des électeurs par rapport à la constitution du conseil. J'aurais bien aimé avoir ça en arrivant. Voilà. On n'avait pas. Et comme on l'a dit, on essaiera d'éviter de laisser un trou aussi béant financier à la fin de ce mandat. Voilà, donc cela étant dit, donc je vous propose donc de démarrer. Je vais être très rapide sur les premières slides, hein. Donc vous savez très bien ce que c'est, puisque maintenant on en a fait un certain nombre. Le débat d'orientation budgétaire doit nous amener à proposer un cap, et puis aussi qui est le mélange globalement de ce qu'on a envie de faire, ce sur quoi on a prise, et ce sur quoi on n'a aucune prise, et on va le voir dans le cadre du contexte macroéconomique international et national actuel. On a bien entendu fait des choix importants, pas toujours populaires, hein. J'ai participé à de nombreuses séquences de vœux où j'ai pu dire à des collègues qu'augmenter le taux des impôts, c'était pas honteux à partir du moment où il y avait des services en face, qu'il fallait arrêter cette démagogie on n'augmente pas les impôts donc on est un bon maire. Je suis pas sûr que ce parallèle soit juste. C'est même parfois plutôt démagogique. Alors évidemment, on le fait jamais de gaieté de cœur, surtout actuellement, mais bon, voilà, on l'a fait en 2023 et on a bien fait de le faire pour sécuriser
la commune, sa structure financière et sa possibilité d'apporter des investissements sur le long terme. Donc il ne sera pas envisagé de diminuer le taux de la taxe du foncier bâti ni en 2024 ni en 2025, c'est une évidence. Donc on a un programme d'investissement qu'on va rebalayer tout à l'heure. Sur la slide suivante, donc, on peut dire qu'on a essayé, au gré du travail qu'on mène depuis maintenant plusieurs années, essayer de tisser un ensemble cohérent par rapport aux besoins de la ville, qui doit tenir compte des contraintes budgétaires, mais qui aussi tient compte des besoins de la collectivité en termes d'équipement. Et puis, il y a des aléas, ils sont permanents et on essaie de les anticiper autant que possible. Donc j'en arrive aux données macroéconomiques avec un premier page, c'est après la page 4. Là, c'est l'inflation que vous avez là modélisée. On le voit bien là aussi, oui, ça va. Donc, vous voyez très bien que depuis 2015, on a eu une longue période, et d'ailleurs bien avant 2015, d'ailleurs, on a, depuis de très nombreuses années, la politique de l'Europe, de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix, pour éviter notamment que les ménages fassent face à des grandes contraintes financières, traumatisés par l'après-guerre. Enfin, je ne reviens pas sur tout ça. Mais vous voyez que depuis l'après-crise sanitaire, on a une inflation qui a été vraiment extrêmement puissante et qui est assez différente en fonction des domaines qu'on peut explorer. Parce que vous voyez que sur les produits alimentaires, il y a une hausse, elle est peut-être celle qu'on ressent le plus quand on va faire des courses, mais ce n'est pas le secteur qui a été le plus impacté. S'agissant par contre, quand on commence à regarder ce qui est combustible, carburant, électricité, gaz, eh bien on voit bien qu'on est dans un contexte totalement inédit et que si on est revenu en 2023, fin 2023, sur des valeurs qu'on n'a pas là, mais qui sont un peu plus correctes, et notamment en 2024, ça sera un peu moins pénible, notamment pour la ville de Thaon. Il est clair qu'on est sur des niveaux totalement inédits d'inflation, et la commune a été vraiment terriblement impactée. Et vous voyez d'ailleurs sur la droite de ce graphique que l'indice de prix de la dépense communale, qui est pour nous plus intéressant que l'indice des prix à la consommation, qui n'est pas l'exacte réalité de la structure de nos dépenses, globalement, au troisième trimestre de 2023, on est encore à plus 6% par rapport au troisième trimestre de 2022. Donc on est encore sur des inflations extrêmement puissantes, malheureusement, dans un certain nombre de registres. Vous le voyez bien. Et on voit bien, et c'est une parenthèse, mais que même cette inflation sur les produits alimentaires n'a rien arrangé des problèmes des agriculteurs. Donc on ne peut pas dire que ce soit des inflations qui structurellement en plus règlent des problèmes structurels sur le terrain. Donc ce n'est pas forcément enthousiasmant, pour être tout à fait clair. S'agissant des bâtiments et des travaux publics, alors c'est vrai que depuis 2015, on peut se dire que ça a augmenté moins que les autres, mais si on changeait d'échelle, on serait stupéfait, puisqu'on est quand même de l'ordre d'augmentation de plus 25 à plus 30% sur les coûts des travaux publics et sur le coût également des aménagements de bâtiments. Et là, vous allez le voir, ça impacte terriblement également nos projets. On en reparlera tout à l'heure. Donc nous, à Thaon-les-Vosges, comme on n'est pas un phalanstère, on n'est pas la Suisse, donc nous, on ne sort pas des logiques macroéconomiques européennes et mondiales, et la Suisse, d'ailleurs, y est aussi soumise, mais on est également confronté à ce phénomène. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de pleurer, mais il s'agit quand même d'avoir les réalités en face. Si on enchaîne, je vais aller assez vite, puisque en face de ces inflations, c'est un contexte qui est là aussi assez inédit, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc il y a moins de création de richesse. Vous voyez que peu ou prou, on est à plus 1% de prévision de croissance selon quels que soient les instituts sondés.
quand l'inflation, elle, est encore prévue pour 2024 à un niveau qui est plutôt de l'ordre entre 2,5 et 3%. Donc les prix continuent à augmenter, mais la croissance, elle, n'augmente pas. Donc ça continue à creuser une forme d'écart, si vous voulez, entre ce qui est produit, la richesse produite, et le coût des différentes matières de manière générale. Donc ça, c'est aussi un élément perturbant, puisque ça veut dire que, même y compris pour nous, puisque nos recettes sont quand même largement indexées sur la croissance, qu'on le veuille ou non, eh bien, elles évoluent beaucoup moins vite que les dépenses et que l'inflation. Donc ça va rester vrai encore visiblement au moins jusque 2024-2025. Je propose de continuer donc sur la diapositive d'après. Là aussi, il faut avoir ça en tête. On n'est pas hors sol. Regardez les évolutions des taux d'intérêt. Alors, vous voyez, vous avez les souvenirs de la crise des subprimes en 2007 aux États-Unis, qui s'est répandue ensuite au monde entier en moins d'un an. On est ensuite arrivé très rapidement sur des taux très bas, et avec, là aussi, c'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu, des taux qui sont restés bas très longtemps, puisqu'il n'y avait pas d'inflation et cette volonté de stimuler néanmoins les investissements. Et donc, très longtemps, les taux d'intérêt sont restés très très bas, jusqu'à devenir nuls dans certains pays. Les taux d'intérêt à 10 ans, je m'en souviens encore, quand je travaillais au département, on avait des taux d'intérêt négatifs en Norvège, par exemple, sur des durées de 10 ans. Vous voyez, des trucs qu'on n'avait jamais vus, on pensait impossible. Et on avait même cru à l'époque que l'économie allait s'effondrer. Donc ça n'a pas été le cas. Par contre, vous voyez qu'avec l'inflation qui a galopé, les banques centrales ont réagi. Et pour essayer d'endiguer, c'est le même phénomène, et c'est les mêmes depuis les accords de Bretton Woods, qui datent de je ne sais plus quand, il y a quand même une volonté toujours d'encadrer l'inflation, à chaque fois en augmentant les taux d'intérêt. Et ça a plutôt toujours marché. Et là, vous avez vu que pour la première fois depuis des dizaines d'années, il y a eu des réactions brutales des banques centrales européennes qui ont relevé tous leurs taux directeurs de manière massive, successive et répétée pendant plusieurs mois. Vous voyez bien le taux directeur de la BCE, par exemple, qui est passé, vous voyez bien, fin 2022 de 0 à fin 2023, plus de 4,5. On n'a jamais vu ça. Donc c'est une évolution brutale, puisque l'inflation était tellement brutale que les banques centrales ont pensé opportun de réagir. Mais voyez bien que depuis quelques semaines, les taux enclenchent une nouvelle tendance baissière, parce que la brutalité de la hausse du taux a généré sur le marché notamment immobilier, sur le marché des investissements, une contraction des projets, amenant les prévisions de croissance à se rétracter, voire même à craindre des récessions. Donc, franchement, sur le plan macroéconomique, on est sur la crête, c'est short, et il n'est pas certain que dans les mois qui viennent, on n'ait pas de perturbations. Il faudrait qu'on mette du Strepsil sur les tables, non ? Il y a de l'eau, Donc il est à craindre que dans les semaines ou les mois qui viennent, qu'on ait beaucoup de difficultés à affronter. C'est un contexte très particulier. Voilà ce que je pouvais dire. Donc nous, dans ce contexte-là, on avait choisi de faire beaucoup d'emprunts en 2022, puisqu'on avait pu emprunter à zéro, je le rappelle, à 0,65% pour 2 millions et à 0,75% à 1 million. On a constitué des avances de trésorerie assez significatives. Eh bien, nous en a pris, puisque le coût de l'argent aujourd'hui, c'est plutôt 4,5. 4,5. Donc, vous voyez bien que 4% de delta sur 3 millions, ça fait des sous. Ça fait beaucoup de sous. Mais en 2024, on sera sans doute amené à aller chercher des sous sur le marché bancaire et les conditions ne seront pas les mêmes. Donc on pourra sans doute jouer en première partie d'année sur des lignes de trésorerie, mais parce que je pense que les taux vont, si tout se passe comme on le prévoit actuellement, les taux vont diminuer à peu près à mi-2024. Il faudra sans doute emprunter dès qu'il y aura ces signaux-là, avant de la fin de l'année, parce qu'en toute fin d'année, comme toutes les collectivités empruntent en même temps, les banques augmentent les taux.
On est là aussi, on va être dans le chat de la souris, dans le chat de l'aiguille, pardon. C'était un lapsus révélateur. Le chat et la souris, mais on va être dans le chat de l'aiguille et il va vraiment falloir passer dans un espace-temps qui va être compliqué. C'est une difficulté supplémentaire. Ensuite, c'est un autre niveau d'information qui me paraît intéressant. C'est l'évolution à gauche des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement depuis 2011. Vous voyez qu'en général, sur la période récente, on avait des évolutions plutôt en dessous de 3%, de 2%, donc c'est effectivement pas énorme. Mais qu'à partir de 2021, on a eu des évolutions assez sensibles. On passe 2020, qui était un contexte extrêmement particulier, on s'en souvient tous. L'après-Covid, avec des recettes de fonctionnement qui ont évolué de manière importante dans les collectivités, mais vous voyez que depuis, l'évolution reste positive, mais elle baisse. On est passé de plus 5 à plus 4 à plus 3% sur les recettes, alors que les dépenses évoluent exactement de manière inverse, plus 3, plus 4, plus 5%. Donc pour la première fois maintenant depuis, à part 2020, mais depuis 2013, pour la première fois, on a de nouveau des épargnes dans les collectivités qui restent à des niveaux intéressants, mais dont la progression marque le pas. Et ça, c'est assez inédit depuis 10 ans. Et nous, on l'a vécu en 2022, je vous le rappellerai tout à l'heure, pour plusieurs raisons. Et à l'inverse, nous, en 2023, vous le verrez, on a une évolution très forte, mais là aussi pour des raisons conjoncturelles qui ne se répéteront pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est également dans la composition des financements des investissements locaux. Vous voyez également une évolution depuis 2010. Globalement, ça ne change pas de trop. On a toujours à peu près un tiers entre l'épargne nette, les subventions et les emprunts. Par contre, il y a quand même une évolution depuis 6 ans, une forte évolution des investissements qui ont pu progresser. Et c'est en lien avec l'évolution de l'épargne qui a été favorable, mais qui là aussi va sans doute marquer le pas à partir de 2023. Et ensuite, 2024, les anticipations sont baissières. On voit en revanche que les investissements soutiennent, les subventions, soutiennent bien les investissements locaux. Et c'est là que nous, on peut commencer à se comparer, puisque vous verrez tout à l'heure que dans la prospective budgétaire, nous, on n'attend pas, vous voyez, 34-35%, c'est pas du tout ce qu'une ville comme Thaon-les-Vosges peut obtenir en taux de subvention lorsqu'elle dépose des dossiers. Parce que plus les communes sont grandes, plus les taux de subvention sont faibles. Et là, je crois que, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit lors du dernier conseil, alors ça serait bien que ça change, mais ça va peut-être être réglé par le fait qu'il y aura beaucoup moins de subventions des tiers, que ce soit les collectivités ou l'État, dans les semaines et les mois qui viennent, pour des raisons qu'on connaît tous ici. Et puis je termine avec l'encours de dette des collectivités, puisque ça aussi c'est une information intéressante. Il continue de croître en volume, c'est-à-dire qu'en 2010, il y avait 160 milliards d'euros de dettes dans les collectivités. En 2023, on estime que ce sera un peu plus de 200. Mais néanmoins, dans le PIB, c'est une part qui diminue, puisque le PIB a augmenté plus vite que l'encours de dette. Donc quand on dit, alors je reprends mes vieilles habitudes, j'ai l'impression de me retrouver avec Christian Poncelet, ça fait plaisir, mais quand on dit que les collectivités, c'est les collectivités qui endettent le pays, quand vous voyez que nous on pèse pour 7,5%, alors que l'encours de dette de l'État, il est de plus de 110% du PIB, il y a deux poids et deux mesures. Moi je rappelle qu'on ne peut pas s'endetter pour financer le fonctionnement, les collectivités. On ne peut pas s'endetter pour financer le fonctionnement. Alors que pour payer les fonctionnaires d'État, l'État, lui, peut emprunter. Ce qui est une très mauvaise chose. Il faudrait vraiment... Dommage que la règle d'or, évoquée il y a 15 ans, n'ait jamais été mise en place au niveau de l'État, puisqu'on fait tourner... Qu'on s'endette, c'est une chose pour les investissements. Mais là, on fait tourner la planche à billets pour payer des payes. Ça finira mal. Mais ça finira forcément très très mal. Moi, les effacements de dette, moi j'y crois pas trop, puisqu'en face, il y a toujours quelqu'un que tu vas spolier à ce moment-là, et créer donc des crises financières énormes. On ne peut pas gérer les sphères financières avec les logiques de la France insoumise, c'est pas possible.
Voilà, donc c'est assez essentiel quand même de contextualiser, ça a pris 10 minutes, hein, donc ça me semble pertinent de le faire, surtout dans un contexte de si fortes évolutions. Quand ça ne change pas, ce n'est pas la peine d'y passer le réveillon. Néanmoins, là, on voyait il y a quand même un contexte extrêmement particulier qui ne doit pas nous inviter au pessimisme, mais qui doit nous amener à prendre nos choix en toute connaissance de cause. C'est fait. Voilà, donc c'est grâce à la Banque Postale, hein, qui fait ses notes de conjoncture, hein, qu'on a eu ces éléments-là. Ça a toujours été assez fiable depuis très longtemps, et puis en plus c'est bien, ça ne coûte rien. On en revient à nos moutons sur le débat d'orientation budgétaire. Bon, la slide-là, je ne la change pas depuis 4 ans, donc je vais aller très vite, hein, mais globalement, aujourd'hui, c'est le moment où on doit discuter des orientations budgétaires, donc des orientations en masse financière, en fonctionnement et en investissement, et vous donner des informations sur la situation financière de la ville. Nous n'y manquerons pas, même si on n'aura pas le compte administratif 2023, hein, c'est trop tôt, hein, on est 25 janvier, il y a des rattachements de charges, il y a des opérations de fin d'exercice qui demandent encore un peu de temps, hein. Voilà, donc je vous rappelle simplement ce qui nous est astreint par la loi, c'est-à-dire qu'on doit donner les évolutions principales de dépenses et de recettes, on doit rappeler les engagements pluriannuels que nous envisageons, c'est-à-dire le plan pluriannuel d'investissement, clairement, et la structure de la gestion de la dette à aujourd'hui, et puis il y aura un profil d'extinction de dette qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui, en tous les cas, pourra être une information sur la manière dont la ville se désendettera si elle ne prenait pas d'emprunt nouveau jusque dans 15 ans à peu près, hein. Voilà, donc tout ça avait évolué avec la loi de programmation des finances publiques, mais maintenant elle est là 6 ans, donc on peut enchaîner. Donc je vous rappelle dans les éléments de contexte que la crise énergétique nous a bousculés, elle bouscule les ménages, elle bouscule les entreprises, elle bouscule les artisans, les boulangers en particulier, mais elle bouscule les collectivités aussi. Il faut quand même dire à ce stade, hein, puisqu'on peut toujours faire des processions, des pétitions, des délégations, tout ce qu'on veut, il faut quand même dire que les collectivités, et Thaon-les-Vosges notamment, nous avons pu bénéficier de ce qu'on appelait le filet de sécurité. Alors le filet de sécurité, c'est simple, c'est globalement l'État qui aide les communes et les EPCI qui ont eu des évolutions de dépenses particulières, notamment en 2022. Et notamment, nous, en 2022, il y a plusieurs choses qui se sont passées. On a eu une très forte hausse des dépenses d'électricité et de gaz et de ressources humaines. Et on a aussi, nous, rattaché des dépenses, on a fait un exercice correct de rattachement des dépenses à l'exercice. Hein, c'est-à-dire que les dépenses d'électricité de novembre et de décembre 2022, on les a payées en 2022 et pas en l'exercice d'après. Alors qu'auparavant, il n'y avait jamais d'indépendance des exercices dans cette collectivité. On payait les factures quand elles arrivaient, grosso modo, puis on ne regardait pas l'exercice budgétaire dans le logiciel comptable, ce qui est quand même un peu léger. Donc ça, on a fait cet effort-là, et on ne savait pas, quand on a fait cet effort-là, que ça allait nous être très favorable. Parce qu'en faisant cela, nous avons quand même obtenu presque 500 000 € de l'État pour compenser la moitié. Donc regardez bien quand même, hein, puisque notre charge, il en reste, hein. Ça prend en charge 50% de la hausse énergétique, et ça prend en charge 70% de la hausse des RH. Donc 500 000 €. Vous voyez le reste qu'on a dû dépenser et décaisser de notre poche. C'était une année critique, 2022. Un peu en trompe-l'œil, puisqu'on a payé effectivement, grâce au rattachement de charges, 2 mois supplémentaires de dépenses énergétiques par rapport à une année classique. Voilà, donc on a eu une épargne qui s'est effondrée. Et il y a aussi eu un autre mécanisme, c'est l'amortisseur énergétique, dont on a pu bénéficier partiellement, mais pas comme les petites communes, hein. Les petites communes de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions € de budget, eux ont le bouclier énergétique comme les ménages. Nous, on n'a pas bénéficié de cela, mais il y a quand même eu des amortisseurs qui sont mis en place et qui nous ont permis d'éviter la catastrophe.
Donc, grâce à cela, notre exercice 2023 s'est à peu près déroulé comme on l'avait prévu. Ça ne veut pas dire que c'était facile, hein. Ça s'est passé comme prévu, avec les difficultés prévues. Et puis, évidemment, et je passe à la page d'après, avant qu'on fasse un retour plus concret sur 2023, on connaît un peu mieux le coût d'un certain nombre d'investissements et de projets, et c'était la Bérésina. Il n'y a pas un projet pour lequel l'estimation administrative s'est soldée par une réalité, à part à peu près le projet de transfert du CCAS, et surtout, ce n'est pas le transfert du CCAS, hein, c'est la création d'un pôle social innovant. Mais là, les investissements sont fidèles à peu près à ce qu'on avait imaginé. Mais sur le reste, c'est la Bérésina, je vais y revenir après. Donc on a une meilleure visibilité, même si elle a tendance à embuer nos verres de lunettes, hein, pour être clair. Mais il faut en tenir compte aussi, hein, on a les deux pieds dans la glaise et il va bien falloir qu'on s'en sorte. Voilà, sur 2023, pour vous donner un compte administratif anticipé, mais qui méritera d'être revu, on essaiera de le voter dans des échéances les plus brèves. Mais bon, après, ce n'est pas une course, hein, il faut faire un bon travail de clôture des comptes. On fait une année assez correcte, puisqu'on a un excédent de fonctionnement donc d'1,7 million contre 485 000 en 2022. En 2022, on a vraiment eu un tassement de l'épargne, hein, notamment en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en investissement, par contre, on a un déficit, puisqu'on a réalisé des choses, et on a un déficit d'1 million, à peu près, alors que c'était exactement l'année d'avant l'excédent. On avait un excédent d'investissement, ce qui est assez rare, mais on avait souscrit beaucoup d'emprunts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait constitué une réserve financière, puisque je savais très bien que les taux allaient augmenter, alors pas aussi brutalement, hein, je ne suis pas Madame Soleil, mais je savais que les taux allaient augmenter, et donc il me semblait très pertinent de constituer une réserve de trésorerie, et donc une réserve budgétaire par la même occasion, qui nous sert et va bien nous servir dans les mois qui viennent. Hein. Ça, c'était plutôt bien qu'on l'ait fait. Donc, vous voyez, excédent de fonctionnement d'1,7 million, vous enlevez à ça 1,1 million de déficit d'investissement, puisqu'on n'a pas emprunté en 2023, hein, on n'a pas fait d'emprunt, on a un résultat global de clôture de 2023 à plus 600 000 euros. Plus 600 000 euros, mais si on enlève les restes à réaliser, à 500 000 euros estimés, on va finir 2023 à peu près à l'équilibre. Donc c'est plutôt bien. En revanche, quand on reprend les résultats cumulés avec la reprise des excédents et déficits de 2022, on aura un résultat final 2023 qui sera d'environ 1,8 million. 1,8 million. Donc là, on a encore, et parce que vous allez voir qu'en 2023, il s'est passé des choses particulières qu'on avait prévues et qui se sont réalisées comme on le souhaitait, on a quand même constitué là un matelas de financement qui va être très vite grignoté. Hein. Il va pas durer longtemps, hein, le machin là. Hein. Mais il va être consommé et il constitue une partie de notre financement pour les années et pour les mois à venir. Donc c'est extrêmement favorable. Il était difficile de faire plus, parce qu'il fallait quand même, on ne peut pas faire tous les projets en même temps. Hein. Et ça va quand même être une de nos difficultés, parce qu'on va quand même faire quasiment tous les projets en même temps. La page suivante, donc les dépenses réelles de fonctionnement, elles baissent de 7%. Alors, je ne vais pas vous faire un numéro de cocorico ici, ou un numéro de bonne gestion, pas du tout. C'est simplement que comme on avait payé beaucoup, 14 à 15 mois de factures d'électricité en 2022, en 2023, on a un exercice normal, on paye 12 mois de factures Alors, même si les prix se sont envolés, on ne paye que, entre guillemets, 12 mois de factures en 2023. Évidemment, on a quand même fait gaffe, hein, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, on a baissé les températures de chauffage, on n'est pas très populaire hein, d'ailleurs avec ça, hein, mais on a descendu les températures de chauffage dans un certain nombre d'endroits, pas dans les écoles notamment, ça c'était évident, même si des fois on n'arrive pas à les chauffer, mais ça c'est un autre problème. Voilà, on a quand même été très vigilants et on n'est pas dispendieux, hein, et j'ai pas de chauffeur, je roule pas avec une voiture de la mairie, etc. Hein. Ici, on est quand même, c'est la frugalité pas la plus extrême, faut pas exagérer, mais c'est la frugalité. Hein. Donc un sou est un sou ici et on fait attention à ça. Mais
On ne peut pas dire qu'on est restreint de manière excessive le fonctionnement des services, puis ça serait débile, comme dans certaines collectivités, de dire cette année, ce sera moins 7%, ça n'a aucun sens. Il y a des besoins, il y a des endroits où on peut faire des économies, et il faut être pragmatique et avoir une approche de terrain. Donc on sera à 7 400 000 € de dépenses de fonctionnement en 2023. On peut quand même se féliciter de cette maîtrise. Les recettes réelles de fonctionnement, on pourrait se dire « Ah, youpi, on n'a qu'à consommer l'argent, hein, on n'a qu'à faire une grande fête pour dépenser tout ça. On va se calmer, hein, puisque vous voyez très bien qu'à 10 millions, on va être dans une année totalement atypique, puisqu'on a eu 880 000 € dans ces 10 millions. Donc c'est colossal. Il y a 880 000 € sur les 10 millions qui sont des recettes exceptionnelles. Donc 2 recettes, je vous ai parlé du filet de sécurité, à 485 000 € et à 400 000 € également de soult liés à l'achèvement de l'opération financière de l'Arche Bernadette, puisque, on en a déjà parlé ici, mais ce qui était prévu a été mieux réalisé, même si on ne revient pas sur l'opération de l'Arche Bernadette en elle-même, hein, le débat est fini, mais clairement, on a pu récupérer 400 000 € et tous les ans, la SEBL ne va pas nous faire un chèque de 400 000 €. Hein. Voilà. Et comme on n'aura pas le filet de sécurité, ne se reproduira pas non plus. Hein. Surtout maintenant avec des chiffres comme ça. Voilà. En bilan, 2023, épargne à 2,6 millions. C'est du jamais vu. Et je vous l'avais dit au débat d'orientation budgétaire donc de 2023, l'année dernière, ça ne se reproduira pas. Hein. Et ça va se confirmer que ça ne se reproduira pas. C'est fort dommage. Hein. On serait très content. Elle a doublé par rapport à 2022. Alors qu'en 2022, elle s'était rétractée très largement, vous le saviez. Et donc, on vous a déjà expliqué pourquoi. Donc on enchaîne. Et ce qui nous intéresse dans le débat d'orientation budgétaire, puisqu'on ne va pas proposer d'augmenter la fiscalité, je pense qu'on a déjà été assez téméraire avec ça, et que dans les critères, dans les rapports de gestion, on ne va pas envisager de dire on ne remplace pas ça aussi, c'était très con ça, hein, de dire on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2. Je ne sais pas comment on peut imaginer des sottises pareilles, et puis des gens qui applaudissent quand on raconte des âneries pareilles. On ne peut pas faire ça, ça n'a pas de sens. Donc, par rapport à nos paramètres de gestion, dire que sur l'exploitation, on n'a pas 50 solutions. Hein. À un moment donné, il faut être clair. Hein. Même si on pourrait dire qu'on supprime les subventions aux associations, mais ça aussi, c'est débile, c'est même pas la peine de mettre ça en débat, ou de les diviser par 2 pour faire mourir tout le tissu local. Donc on est contraint. Voilà. Donc je ne propose pas de parler de la section d'exploitation, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, sur l'investissement, il faut qu'on en parle, évidemment. Donc, avant de vous parler des dépenses d'investissement, donc c'est la page 18, je crois, il y a à d'abord estimer les sous qu'on a. Hein. Vous vous souvenez peut-être ceux qui ont travaillé avec Raymond Desgemard, on ne dépense pas 1 euro ou 1 franc, je ne sais plus ce qu'il disait, avant de l'avoir collecté. Je crois qu'il faut garder quand même ces logiques. Donc, quels sous on va pouvoir disposer dans les 2 années qui viennent, puisque je ne vous propose pas de déborder sur 2026, même s'il y a des dépenses qui vont déborder sur 2026, je vous en parle à la fin, mais en 2024 et en 2025, il faut d'abord projeter nos dépenses de fonctionnement. C'est assez... dirons qu'on aurait pu être plus prudent, puisqu'on ne table que sur une hausse de 3% des dépenses de fonctionnement en 2024, alors que le point d'indice, il augmente déjà de 5, je crois, un truc comme ça. Hein. Et puis on espère avoir une stabilité des autres dépenses de manière un peu générale, malgré la hausse des dépenses de transport scolaire et de restauration scolaire, par exemple. Mais il est à noter quand même qu'en 2024, on aura une diminution des dépenses énergétiques. Et c'est surtout ça qui va jouer en 2024. On devrait avoir une baisse de l'ordre de 200 000 € des dépenses d'énergie par rapport à 2023, parce qu'on a un nouveau contrat qui est en vigueur depuis quelques semaines, là où on était plutôt à 400 € le mégawattheure, on est plutôt autour de 250, hein, voilà, à peu près. Mais bon, il y a les heures creuses, les heures pleines, enfin, c'est juste une horreur de faire le vrai calcul moyenné du mégawattheure payé. Donc les recettes supplémentaires de 2023, elles n'existent plus. Hein.
Simplement, il y aura une augmentation des bases du foncier bâti de l'ordre de 4%. Donc là, il faut que les habitants se préparent à avoir, quand l'avis de somme à payer va arriver, l'avis de taxe foncière, il y aura une évolution de plus 4%, et ça sera l'évolution des bases décidées par le Parlement. Ce n'est pas le maire de Thaon qui a dit on augmente encore de 4. Après une augmentation importante en 2023 déjà, donc le foncier bâti va augmenter de 4%, et nous on estime la recette supplémentaire pour Thaon à 100 000. C'est 100 000. 4%, c'est à peu près 100 000. À peu près. S'agissant donc de l'épargne estimée en 2024, donc vous voyez qu'elle est meilleure que celle qu'on avait estimée au débat d'orientation 2023, puisqu'au moment où on se parlait, on ne savait pas, quand je vous parlais d'incertitude, on ne savait pas au mois de janvier 2023 comment, en janvier 24, on ressortirait de notre contrat d'approvisionnement en fluide. Maintenant, on le sait. Donc c'est un peu meilleur qu'estimé. Donc plutôt que de modéliser une épargne à 1,050 000, je rappelle quand même qu'on a fait 2,6 millions en 2023. On aura une épargne qui sera plutôt autour d'1,4 million € en 2024. Voilà. Il y a peu de chances que ça s'en éloigne beaucoup. Et puis, 24, 25, même chose. On estime une augmentation de 3% des ressources humaines. Après, bon, voilà, quand il y a un départ en retraite, un remplacement, il y a l'effet de Noria, il y a les gens qui partent, il y a les recrutements qui, en termes d'échéance, ne se font pas toujours dans les temps qu'on estime. Donc, globalement, 3%, ça semble quand même à peu près correct. Et donc, ça augmenterait la masse salariale encore en 25, avec encore une légère hausse des autres dépenses. Donc, on n'est pas très prudent, on n'est ni optimiste, on est un peu, à mon avis, pas trop loin, là, je l'espère, de ce qui pourrait se passer. Et puis encore une fois, les recettes peuvent être augmentées par rapport à ce qu'on avait estimé de 100 000, puisque je pense toujours que les bases augmenteront sans doute de l'ordre de 3 à 4% encore en 2025, compte tenu de l'inflation prévisionnelle à ce jour. Ce sera peut-être un peu moins, mais bon. Voilà, donc en 2025, nous on pense faire 1,1 million d'épargne par rapport à 1,4 million en 2024. On pense que ça peut être un peu mieux, mais voilà, on a des accords cadres sur les marchés de l'énergie qui pourront peut-être évoluer d'ici là, et donc soyons quand même prudents. Voilà, donc quand on cumule l'épargne de 24 et de 25, il ne faut pas être un grand mathématicien, ça fait 2,5 millions à peu près sur 2 ans. 2,5 millions auxquels on peut ajouter le million d'euros de la résidence senior, qu'on devrait concrétiser en 2024 avec les constructeurs du bois. Et je vous rappelle donc l'excédent à la clôture de l'exercice 2023, l'excédent cumulé à 1,8 million. Donc on a en fonds propres 5,3 millions de disponibles à peu près pour les années 2024 et 2025. Ça ne fait pas BZF, vous allez voir, par rapport aux besoins. Donc ensuite, on va sur les dépenses projetées. On a fait un laïus sur... ça va juste illustrer le propos que j'ai déjà eu précédemment, c'est-à-dire que Midas, tout ce que touchait Midas se transformait en or, et tout ce qu'on touche se transforme en plomb. On n'a quand même pas de bol. Sur la rue de Lorraine, la rue des Aulnes, la rue du Tac, l'école élémentaire de Bouxières, l'école maternelle de Bouxières, on a subi les augmentations qui sont à peu près, parfois un peu plus, que ce que vous avez vu dans les premières slides par rapport à l'évolution des indices du prix dans le bâtiment et des travaux publics. Mais parfois beaucoup plus, notamment aussi parce que les projets ont dû être paramétrés, et puis parfois parce que les entreprises répondent pas, répondent peu. On a quand même un sentiment d'un fort décalage entre la réalité macroéconomique et aujourd'hui cette difficulté à avoir les réponses des entreprises. C'est un peu clair quand même. Et les collectivités ne sont pas que des gros cochons roses avec une fente sur le dos. Ça, il va falloir que le tissu le comprenne, sinon ça va mal finir. Mais ça, c'est pas à Thaon qu'on va le gérer.
Donc sur le rappel des investissements programmés en 2024-2025, page 23, donc je reviens simplement sur ce qui est déjà lancé, à presque 5 100 000 euros. L'école Bouxières maternelle, donc je rappelle la fermeture de l'école maternelle du centre, avec donc 2 classes créées et de l'isolation, et surtout arrêter de chauffer à l'électrique aussi dans cette école, etc. Et revoyure des extérieurs. 518 000 euros, les travaux sont en cours. Sur le centre d'incendie et de secours, ça me permettra de vous donner une information qui date de lundi. Donc on a un engagement de 660 000 euros en tout. Donc 440 000 euros en 24 et en 25. Donc en 26, il y a 220 000 euros que le prochain exécutif et le prochain conseil municipal devra supporter. On ne nous dise pas, on ne nous avait pas prévenu, machin. Voilà. Donc, étant entendu que, bon, avec Jérôme Leroux, on a un peu accusé le coup, je l'ai dit au colonel, c'est-à-dire que maintenant, on a été averti qu'il fallait lancer un concours d'architectes pour la reconstruction de la nouvelle caserne, donc on va prendre 10 mois dans la vue. Paf, allez. Donc le concours d'archi, l'archi devrait être recruté donc au mois, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Parce que je vous parlais de l'école Bouxières après élémentaire. Il suffit que tu ne trouves pas, que tu relances. C'est juste puis faire des concours d'archi pour construire des casernes de pompiers, quand même dans un drôle de pays des fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc 10 mois. Donc là où on envisageait plutôt et on espérait une pose de première pierre en 2000, on va dire fin 24, quoi, un truc comme ça, on sera plutôt sur fin 25. Voilà, bon. On ne maîtrise pas tout, on est dans un pays démocratique. Et tant mieux. Et donc sur le CCAS, il faut prévoir un solde de l'opération, puisqu'on aura payé une partie en 2023, 140 000, mais c'est fidèle aux estimations, à peu près. Même s'il y a 2-3 avenants qui m'ont un peu donné de l'urticaire, mais bon, c'est pas très grave. C'est plus dans la forme que ça m'a gêné que sur le fond. Sur Bouxières élémentaire, alors là, c'est vraiment compliqué. Je vais quand même vous en parler quelques instants parce que c'est le sujet, le projet du mandat. Et on va devoir changer notre fusil d'épaule. Voilà. Alors c'est dramatique parce que ça va redemander de dépenser une nouvelle énergie, totalement une nouvelle énergie, puisque quand on avait obtenu une assistance à maîtrise d'ouvrage au tout début de notre opération avec la Société d'équipement du bassin lorrain, et on avait estimé le programme, donc cantine en bas, parce qu'il n'y a pas de cantine, je le rappelle, les gosses vont manger au collège. Cantine en bas, périscolaire, et 2 niveaux avec 6 classes et 6 classes, donc 12 classes. On enlevait tous les apparts, donc on revoyait l'ensemble des aménagements. Et donc on était parti sur 3 100 000 au départ d'estimation. Et quand on a recruté la maîtrise d'œuvre en juin, c'est pas si vieux, en juin 23, on nous a donc prévenu que les indices avaient beaucoup évolué depuis fin 2021, c'est vrai, et qu'il fallait prévoir 3,8 millions. Mais 3,8 millions, on n'atteignait pas les objectifs du décret tertiaire, puisque je rappelle que le bâtiment il fait plus de 1000 mètres carrés, il doit en faire plus de 1300, beaucoup plus que 1000, voilà. Et donc on doit en 2005, il faut quand même avoir en mémoire que c'est des investissements pour 30 ou 40 ans qu'on fait. Et le décret tertiaire nous amènera en 2050 à faire une économie de 60% sur nos bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Il n'y a pas beaucoup qui le savent quand même, j'en entends pas beaucoup parler dans les différentes collectivités. Bon, donc il faut faire un programme avec 60% d'économie d'énergie. Et donc pour faire 60, voire 70% d'économie d'énergie, la maîtrise d'œuvre qu'on a retenue, qu'on n'aurait peut-être pas dû retenir, peut-être, nous dit que ce serait plutôt 4,5 millions. Bon, on fait la tournée des popotes, on se dit, 4,5 millions, c'est énorme. Mais on a fait la tournée avec Céline Valentin, on a fait la tournée des popotes, et puis chacun est revenu avec un chèque non signé, donc c'est pas un chèque. Mais en tout cas avec des pré-engagements des différents partenaires, et franchement, on s'est bien démerdé. Mais arrive
On fait une nouvelle réunion d'ailleurs au mois de novembre avec la maîtrise d'œuvre externe. Et moi, je leur dis, écoutez, là, vos 4,5 millions, c'est le grand maximum parce que vous allez me foutre la collectivité dans un grand embarras. Et telle fut notre surprise, le 27 décembre, moi je me souviendrai de cette date comme celle du général de Gaulle, hein, presque. Hein. Le 27 décembre 2023, on m'apprend que l'estimation de AA monte à 5,4 millions hors taxe. Donc là, j'ai dit, ça va, c'est bon, on arrête. Je les ai convoqués donc, le 27 décembre. Je leur ai donné jusqu'au 10 janvier pour nous refaire une nouvelle proposition. J'ai réuni les élus de l'exécutif, le bureau municipal. J'ai missionné Thierry Bisson qui était accompagné d'ailleurs d'élus avec les services pour redéfinir éventuellement un programme alternatif ou un allègement du programme tel qu'identifié. Et il ressort après moult discussions, mais que je trouve totalement secondaires, que le maîtrise d'œuvre nous dit on peut peut-être arriver à 4,6 millions, mais sans revoir véritablement le programme. Donc, très clairement, en date d'hier, j'ai décidé d'interrompre la collaboration avec le cabinet pour rupture de confiance et puis faute. Hein. On parle de 3,8 millions à 5,4 millions, 5,4 millions sans la cour d'école végétalisée et sans le renouvellement des panneaux photovoltaïques où il y a des couches de lichen plus larges que mon pouce. À un moment donné, il faut quand même revenir les pieds sur terre. Hein. Voilà. Donc on essaie. Là, on va donc se donner jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour établir un scénario différent. Mais en toute vraisemblance, ce que je vous ai présenté là va changer, puisque je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de démarrer les travaux en 2024. Hein. Il est fort possible qu'on ne puisse les démarrer que peut-être fin 24, début 25, avec les contraintes évidemment d'occupation des espaces qui vont avec. Donc je peux vous dire que ce dossier, il est lourd. Alors même que il faut qu'on se tienne à un projet qui reste ambitieux, puisque on pourrait dire il suffit d'envoyer les ouvriers municipaux, puis baisser les plafonds, etc. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'en termes de subventions, je pense qu'on est capable potentiellement d'aller chercher grâce au travail qu'on a mené. J'aime pas me brosser les godasses moi-même, mais à un moment donné, il faut quand même dire les choses. On s'est battu comme des lions et on était en train d'aller chercher 2,5 millions à 3 millions d'euros de subventions sur ce projet, ce qui est juste colossal. Hein. Parce que les enveloppes sont tellement énormes que pour un département comme les Vosges, c'est très difficile à l'État de donner des moyens très importants. Donc voilà. Mais ce n'est pas une raison d'avoir des dépenses qui explosent. Parce qu'on dit oui, mais 4,6 millions dans ce cas, dit oui, et on est en phase APS. Ce qui veut dire qu'il y aura une phase APD, il y aura une phase pro, il y aura une phase détail estimatif témoin, et seulement après l'ouverture des plis. Qui peut me dire ici, aujourd'hui, que ce que me dit quelqu'un qui a chiffré un chantier à 5,4 millions et qui, en changeant quasiment rien dans son programme, arrive à 4,6 millions, ne m'amènera pas à ouvrir des plis qui va me ramener à 5,4 millions, voire à 6 millions, voire à 7 millions. Hein. Alors on est à Thaon-les-Vosges, hein. Ici on n'a pas... je ne vais pas me comparer avec d'autres collectivités, on est au conseil municipal, donc je ferai ça plutôt quand je serai au bistrot, hein, mais il y a des collectivités qui n'ont rien à faire, hein, des dépassements, hein, qui dépensent l'argent qu'elles n'ont pas. On ne peut pas se permettre ça, et vous verrez précisément pourquoi. Puisque, pour deux raisons. Parce que nous ne pourrons pas supporter l'endettement supplémentaire à un projet qui ferait 4,5 millions. Nous ne sommes pas capables d'assumer cet endettement sans faire prendre des grandes difficultés pour l'avenir de la ville. Et deuxième sujet quand même qui ne me semble pas anodin, en termes de politique interne de la ville, si c'est pour faire un vaisseau spatial à Bouxières et dire après aux gens de Goypré, écoutez, on ne pourra pas refaire l'école avant 20 ans, ça serait quand même assez stupide dans un contexte où vous avez deux bâtiments ils ont juste une forme différente, mais ils sont exactement les mêmes. Voilà. Il y en a un qui est en accordéon et l'autre qui est rectangulaire. C'est les mêmes, même période, même archi, même philosophie. Donc il faudra quand même qu'après Bouxières, même s'il n'y aura pas besoin de refaire autant d'investissements sur Goypré, il faut quand même qu'on soit capable d'enchaîner sur Goypré
pour les mêmes raisons, de passoires énergétiques, de confort pour les enfants et les équipes éducatives. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Voilà, donc ça va être un des éléments qui va beaucoup évoluer. Donc là, en TTC, je parle maintenant en TTC, on imaginait donc 5,9 millions, ça prenait donc tout 4 millions, c'était 4,9 millions à peu près hors taxe, et il fallait ajouter, ce qu'on ne voulait pas, ajouter les frais de la cour et les frais des panneaux photovoltaïques. Donc là, on va examiner, pour être tout à fait transparent avec vous, pendant 10 jours, on va examiner plusieurs scénarios, la concession de maîtrise d'ouvrage, le marché global de performance, et puis 2 ou 3 autres pistes de marché public pour essayer de perdre le moins de temps possible. Mais je pense que les Tahonnais, les enseignants, Thierry, et puis toute la communauté, les parents d'élèves, ils vont quand même bien comprendre qu'on ne peut pas mettre la ville à sac, sauf si on était des magots, puis on va être 2026, nous, écoutez, on vous laisse le bébé, démerdez-vous, et puis nous, on s'est fait un projet exemplaire. C'est sûr, en dépensant 7 ou 8 millions d'euros pour une école, tu es sûr de faire venir le banc, l'arrière-banc, et que tout le monde te fasse des salam alek pendant l'inauguration, mais il n'en est pas question, il n'en est pas question. Et là, c'est déplorable, parce qu'on a vraiment, pourtant, dès le départ, je peux vous dire, j'ai assisté à toutes les séquences, moi, dès le choix de la maîtrise d'œuvre, et j'avais insisté sur les dimensions budgétaires, et je pense qu'on n'a malheureusement pas été suffisamment pris au sérieux. Voilà, je pense quand même important de vous le dire. Il faut provisionner, je continue, si vous avez des questions, on y viendra après. 400 000 euros de travaux pour des bâtiments divers, 200 000 euros par an. Il faut quand même que parfois on refasse les luminaires, il faut que parfois on repeigne, il faut parfois changer une pièce sur une chaudière, même si ce n'est pas dans le contrat avec IDEX, etc., etc., etc. Donc avoir des provisions aussi pour que la ville continue de tourner et pour qu'il y ait un entretien diligent de nos équipements. Et puis là, ce n'est pas déjà lancé, c'est en phase d'étude. On a encore une réunion demain et la semaine prochaine avec le centre social pour étudier l'extension du centre, enfin la réhabilitation et l'extension du centre social sur l'avenue de l'Europe, avec un projet bicéphale, c'est-à-dire qu'on a les activités du centre, plus une approche tiers-lieu qui nous intéresse avec les habitants du quartier de l'Europe, piloté et impulsé par Territoire Zéro Chômeur de longue durée, puisque grâce à l'apport de Territoire Zéro Chômeur, de Vosgelis, de la ville, on envisage de mettre en place une sorte de petite régie de quartier, une conciergerie permettant de nombreux échanges et des activités pour stimuler un peu la vie collective sur le plateau de l'Europe. Ça manque quand même un peu de service public sur le secteur là-bas, je trouve, même si tout ça est très près de la ville, qu'on a mis en place la ligne 8, etc. Mais je pense que dans ces quartiers, il est quand même intéressant d'avoir une vie de quartier, surtout sur des espaces aussi importants. Et les enjeux sont vraiment conséquents, puisqu'on parle là aussi j'espère qu'on va y arriver, d'une meilleure appropriation des habitants de leur quartier, pour qu'ils en soient encore plus que maintenant des acteurs, et pas des spectateurs. Voilà. Et puis la restructuration de l'accueil de la mairie, qui comprendrait donc l'ensemble du hall d'accueil et le parvis, pour en tout 650 000 euros. Je continue. Donc, il y a des projets qui sont en cours, dont on peut rappeler les subventions. Donc, Bouxières maternelle, 518 000 euros de dépenses, avec une subvention attendue de 120 000 euros. J'ai pu le dire parce que j'ai fait 23 cérémonies de vœux cette année, et j'ai entendu plusieurs collègues maires qui pouvaient, par exemple, parce qu'on n'a pas eu de subvention du conseil départemental, par exemple, puisqu'on nous demandait d'isoler avec du matériau biosourcé, sauf que la dépense supplémentaire pour mettre en place du biosourcé excédait, mais de très loin, la subvention que nous aurions obtenue, sans améliorer vraiment sur le plan énergétique de manière spectaculaire la performance. Donc j'ai pu le dire
à Benoît Jourdain, puisque c'est lui qui avait poussé cela au sein du conseil départemental, et plusieurs collectivités se retrouvent en difficulté du point de vue des financements à cause, ça c'est une bonne idée, mais elle se traduit de manière assez perverse dans les montages financiers. Le centre d'incendie et de secours, j'en ai parlé, le CCAS, je remercie le conseil régional. Voilà une collectivité qui avance, qui est en pointe, et qui, c'était pas, franchement, on s'y attendait pas vraiment, hein, mais il y a 2 projets dans le mandat qui peuvent faire l'objet d'une subvention particulière du conseil régional, et donc on a obtenu 67 000 € lors de la dernière commission permanente. Sur Bouxières élémentaire, je reviendrai vers vous, en tout état de cause. On parlait donc de 3 millions d'euros de subventions attendues, hein, dont 2 millions en 2024 et en 2025, hein, puisqu'il y aura aussi des dépenses, et sans doute que compte tenu de ce qu'on va mettre en place, il y aura encore plus de dépenses qui vont basculer en 2026, hein. Ça me semble évident. Donc il faudra et peut-être encore plus de subventions aussi, et ça on donnera une information claire, puisque ça fera partie des charges que le prochain conseil municipal devra supporter. Après, sur un investissement qui, me semble-t-il, est essentiel, hein, malgré tout. Mais son financement, lui, est compliqué. Je ne reviens pas sur les 400 000 € de provision et sur le centre social. S'agissant des voiries, donc sur les voiries, là aussi, hein, il faut avoir un grand self-control, hein, et une grande capacité de résilience. Sur la rue des Zones et la rue du Tac, on en est à 1 million d'euros de dépenses pour réaliser vraiment en revanche un travail total de réfection de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a l'enfouissement des réseaux, on refait tous les aménagements de voirie et de l'espace public. Donc c'est assez colossal. Et l'agglomération, c'est pas indiqué ici, hein, mais l'agglomération d'Épinal va dépenser 900 000 € aussi environ pour revoir tous les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eau potable, puisqu'il y a une urgence, hein, à intervenir notamment sur le réseau d'assainissement. Voilà, premier projet de voirie. Le deuxième, donc la rue de l'Écluse 21. J'écrirai un livre, moi, sur la rue de l'Écluse 21, mais ce ne sera pas le propos du soir. Moi, ça ne me fait pas vraiment rire, parce que c'est quand même beaucoup de travail à chaque fois et beaucoup de tension, hein. Donc c'est 500 000 €, la rue de l'Écluse 21. Je vous rappelle qu'on l'a récupérée en jachère, hein. C'est un champ de bataille, hein, la rue de l'Écluse 21, pour une raison qui est indépendante de notre volonté, hein. C'est qu'en 2000... alors on a dit que c'était la crise sanitaire, pas du tout, hein, pas du tout. Je veux dire, simplement rappeler ici que lorsque, début 2020, au moment des élections municipales, quelques mois avant, Colas décharge ses bulldozers et ses engins de chantier pour refaire la route, les habitants arrivent en délégation, hein, pour le coup, et disent « Non, mais là, il y a un problème, hein, vous ne pouvez pas faire les travaux. Hein. » Il s'agissait d'arracher les grilles, les grillages, les actes n'étaient pas passés chez le notaire. C'est-à-dire qu'on allait faire des travaux là où nous n'étions pas propriétaires. Hein. Non, mais il faut quand même le dire des fois, hein, ça. Hein. Parce que, bon, on le dit, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il a fallu faire après? Il a fallu quand même revoir l'ensemble des propriétaires, dont certains n'avaient pas donné d'accord, n'avaient pas donné d'accord pour élargir la route, c'est-à-dire céder quelques dizaines de centimètres de leur terrain pour qu'on puisse élargir la chaussée. Il a fallu donc rentrer en négociation avec des gens qui étaient réfractaires. Et on allait faire donc des travaux non seulement à des endroits où les actes notariés n'étaient pas faits, mais où encore les décisions n'étaient pas prises. Si ça, c'est pas agir en américain, dites-moi ce que c'est. Hein. Donc, les derniers actes notariés ont été pris il y a quelques mois. Donc pour moi, il était hors de question de proposer une réfection de la rue de l'Écluse 21 sans avoir toutes ces garanties. Hein. On est en France. Hein. Non, mais on est en France. Hein. Il y a des lois, des règlements, certains pour certaines choses qui allaient très vite. Hein. C'est sûr, hein, il y a le domaine des lacs avec des étoiles dans les yeux. Quand même des fois être juste un peu terre à terre, quoi, hein, ça fait pas de mal.
Donc là, on va pouvoir démarrer le chantier. Et je vous raconterai un jour, on ne va pas être trop bavard ce soir, mais là aussi, les équipements, il est où Yannick Payot? Non, mais les équipements de gestion de l'eau pluviale qui ont été installés là-bas. Non, mais il faudra faire un bêtisier un jour ici, de tout ce qui a été fait, mais en dépit du bon sens. Plutôt que de... Il y a des trucs qui ont été creusés. Vous voyez la station d'épuration de Taon. Il y a 2 bassins qui ont été creusés. Et on devait permettre l'écoulement des eaux pluviales. Alors, il y a une différence de niveau, mais elle se traite avec la pente qui va dans le bassin. Bon, soit. Eh ben, on a fait un équipement, globalement, où l'eau, elle tombe dans une grille, elle tombe dans un tube, et puis il y a un autre vase communicant à côté, donc elle descend, et puis si ça monte, ça remonte de l'autre côté en vase communicant, et ça se déverse dans le bassin. Plutôt que de faire juste une saignée de la route au bassin pour que l'eau passe, on a fait un système de vases communicants juste invraisemblable, et qui en plus ne nous permet pas de remplir le bassin totalement. Donc là, il fallait y penser, quoi. Mais le coût d'une infrastructure pareille, bon, c'est comme ça. Tout le monde s'en fout. Donc rue de Lorraine, mais ça se voit pas, alors tout le monde s'en fout, c'est sûr, mais quand même, quoi. Donc rue de Lorraine, là aussi, on a des surcoûts très importants. On avait plutôt imaginé, nous, 1,7 million. Alors par contre, je crains que cette note augmente pour les raisons d'enfouissement de réseau, puisque là, il faut suivre, mais je vous dis ça parce que retenez ça pour la suite aussi, quand même. C'est-à-dire que, pour la suite, pour les années à venir, il faut suivre on prend des maîtrises d'œuvre, mais en fait, il faut faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre maintenant, de la maîtrise d'œuvre. C'est quand même fou. Il faut de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les maîtres d'ouvrage, il faut faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre maintenant pour les maîtrises d'œuvre. Je m'explique. Sur la rue de Lorraine, vous allez voir la douloureuse encore, pour les raccordements, pour enfouir les réseaux. On nous dit c'est un forfait de temps. Sauf que c'est ce qui a été fait sur la rue des Aulnes et la rue du Tac. Et on nous a dit c'est un forfait de 2 000 € pour le raccordement de chaque particulier. Bon, soit. Sauf que maintenant, quand on fait les calculs plus ou moins réels, il manque 150 000 €. Parce que toutes les maisons ne sont pas au droit des réseaux. Il y a des baraques qui sont en renfoncement, etc. Donc il faut faire des saignées, des travaux, percer à l'intérieur, parce que tout n'est pas à l'extérieur chez les gens, tout est à l'intérieur. Donc là, franchement, la maîtrise d'œuvre, bonjour. Et rebelote sur rue de Lorraine. Donc là, Romain Duval fait un travail de relance, consciencieux et poussé il y a 108 raccordements à faire, rue de Lorraine. Pour que sur les 108 raccordements, on ait une vision précise et exhaustive et un coût non pas estimé, mais un coût réel. Puisque si on s'en arrête à l'estimation, nous on va dire c'est, 2000 balles ou 1500 balles le raccordement, et que peut-être, en fouillant, en creusant, en fouinant, peut-être qu'on va essayer de faire moins. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Vous voyez la densité qu'il faut avoir dans les projets. Il ne s'agit pas de dire, on prend une maîtrise d'œuvre, et puis hop, non. Et pourtant, elle est là pour ça. C'est comme ça. Il faut être aussi très, très, très scrupuleux. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, sur rue de Lorraine, en revanche, nous, la commune va prendre à sa charge la gestion intégrée des eaux pluviales, après un combat homérique avec les agents du conseil départemental. Et il faut quand même avouer qu'on a réussi, donc c'est très bien. Et ça va nous permettre de rendre l'ensemble de l'impluvium éligible à une subvention de l'agence de l'eau. Tout ça, ça veut dire qu'on va éviter de la création de réseaux d'eau pluviale supplémentaires et par contre, on va avoir une subvention conséquente. On dit « Ah, t'avais qu'à laisser faire l'agglo ». Non, mais l'agglo, elle n'aurait jamais eu la subvention sur un sujet comme ça. Il fallait faire l'intégration des eaux pluviales. Donc on essaye de travailler vraiment de manière forte et rapprochée avec l'agglo. Et donc vous voyez bien que les 700 000 € de subvention attendus, en espérant que ce soit plus, on attend des réponses, de la DETR en particulier, on va compenser largement les frais supplémentaires liés à l'intégration des eaux pluviales. Et puis il faut le faire. Il faut le faire. Vous voyez bien, regardez voir ce qui se passe dans le nord de la France, où là, il n'y a plus un élu qui dit ils ont tous ça à la bouche maintenant. L'AA qui a débordé 50 fois là, en 2 mois,
Tu n'entends plus un élu qui dit, ils disent tous, il faut faire de l'intégration des eaux pluviales à la parcelle. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Mais oui, ils sont en bas du niveau de la mer. Alors tu parles, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Je pense qu'ils sont dans un grand embarras hein, avec le changement climatique. La voie d'île est 1,2 million, donc ça doit être encore affiné, hein, mais c'est globalement ce que ça devrait coûter. Alors là aussi, avec l'enfouissement des réseaux, ce qui va nous amener dans les années à venir aussi à changer notre... en tout cas à définir une politique d'enfouissement des réseaux. Nous ne pourrons pas enfouir tous les réseaux à Taon en quelques années ou même en quelques dizaines d'années. Ce sera impossible, malheureusement. Il n'y a pas assez de soutien, c'est colossal. Hein. Sur la rue des Zones et la rue du Tac, l'enfouissement coûte plus cher que les aménagements de voirie. C'est 600 000 balles les enfouissements. Donc on pourrait se dire on ne les fait pas, hein. Mais après on continue à avoir des villes moches, parce que franchement, rue de Lorraine, moi quand j'ai des visiteurs qui viennent, moi je leur mets un bandeau sur les yeux hein, quand on traverse la rue de Lorraine. Hein. Non mais c'est tu rentres là, mais alors s'il y en a un qui trouve là-dedans que la rue de Lorraine, elle est la rue de Lorraine là-bas, hein, vers Super U, hein, s'il y en a un qui trouve que c'est bien, franchement, pas d'ambition. Hein. Et là, si demain tu n'as pas des villes belles, des villes aménagées, des villes attractives, c'est sûr que tu n'attireras personne. Hein. Ça, on n'attrapera pas les mouches avec le vinaigre. Hein. Faut être un peu cohérent. Hein. Mais on ne pourra pas le faire dans toutes les rues. Hein. Donc toutes les rues passantes, ça me semble être une évidence. Par contre, des rues secondaires, les lotissements, faut oublier. Hein. Niet. Hein. Impossible. Hein. Ou sinon être démagogue hein, et à ne pas savoir gérer l'argent. Hein. La rue de la Charité, alors là c'est une estimation hein, aujourd'hui, on n'en est pas sûr. Hein. C'est 600 000, on ne peut pas dire que ce soit déjà lancé d'ailleurs, hein, on changera de rubrique. C'est 600 000 €. Mais peut-être un plus, puisque c'était l'estimation d'il y a maintenant une année. Et puis, on a dans un coin de notre tête la rue de la Plaine, le lotissement de la Plaine, pardon. Hein, ce sont les rues des Charmilles, rue des Pommiers, etc. Là-bas, rue des Ormes, puisque vous vous rappelez, en début de mandat, c'était un peu rock'n'roll, on a eu un orage, ça a débordé plein pot. Alors l'agglo a été très réactive, elle a mis en place des puisards, quelques puits dont la capacité était doublée par rapport à la situation précédente, mais la solution, c'est d'enlever de l'enrobé et de faire des nous. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas 50 solutions hein, pour améliorer ta capacité d'absorber des épisodes décennaux sur le secteur. Et je pense quand même qu'on pourrait attendre une subvention supérieure, mais on est prudent hein, sur les subventions. Approvisionner 300 000 € d'entretien lourd, c'est 150 000 € par an, pour notamment faire des enrobés. Hein, parce que là aussi, hein, il y a des endroits, il faut refaire les couches de roulement. Hein. Et pour terminer sur les investissements, donc on a quand même quelques programmes qu'il faut essayer de continuer, qu'on pourra moduler hein, en fonction des situations. Le plan de mobilité pour lequel on envisage de mettre 90 000 € par an, donc 180 000. C'est les aménagements bien sûr de pistes, mais pas seulement. Ce sont aussi des panneaux de signalisation, ce sont aussi des équipements de stationnement qu'il va falloir améliorer dans la commune. Et ça coûte vite très très cher. Le plan d'accessibilité des espaces, 110 000 €, 55 000 € par an. On en fait beaucoup en interne, hein, avec les services techniques qui ont un plan diligenté par Romain Duval, qu'on a, nous, validé dans le cadre d'une commission. Et en revanche, il y a d'autres travaux qui ne peuvent se faire que par l'intervention d'entreprises. Et donc, on envisage 55 000 € par an, étant entendu qu'on va aussi demander des dérogations. Là, par exemple, on nous demande de mettre un monte-charge. Hein. Il ne faut quand même pas exagérer, quoi. On va demander une dérogation pour ne pas le faire. Hein. Là aussi, hein, ici, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Hein. Donc sur le cimetière, on continue. Alors c'est beaucoup d'argent encore, 150 000 €, mais à Girmont et à Taon-les-Vosges, pas en cours, hein, on a procédé à un test qui semble concluant. On verra, il faut laisser passer un an et demi, voir l'entretien des trucs là. Hein. La végétalisation, hein, avec des herbes à croissance très lente. Je suis encore passé en cours cette semaine au cimetière, il est en bon état, ça fait pas moche, mais il faut surveiller.
Je le ferai. Et par contre, sur les cimetières de Taon et d'Oncourt, de Girmont, pardon, on envisage d'aménager des allées centrales de desserte, pas trop larges, pour qu'on puisse encore travailler dans les caveaux qui s'ouvrent par l'avant, mais quand même pour améliorer je dirais, la mobilité de tout un tas de personnes qui galèrent quand même aujourd'hui parfois dans nos cimetières. Puis c'est aussi une dimension paysagère. Peut-être que dans ces sommes-là, je l'espère, on pourra commencer à lancer des études sur l'extension du cimetière, puisqu'on est propriétaire tout au nord du cimetière de Taon-les-Vosges. On a pu acquérir auprès de M. Gérard, on a délibéré, des consorts Gérard, pardon, un vaste terrain pour envisager l'extension du cimetière, permettre la mise en place d'un carré musulman et peut-être aussi voir ce qui pourrait être fait en termes d'extension classique du cimetière actuel, même si on a une politique de reprise des concessions qui est vraiment exemplaire, je crois qu'on n'a pas continué, il faudra qu'on poursuive cela, je le dis aussi au service, parce qu'en fait globalement c'est comme du renouvellement urbain, dans un cimetière, les concessions échues, tu les relèves, tu mets de nouvelles tombes. Alors, ça peut sembler un peu bizarre de parler comme ça, mais ça fait revivre le cimetière aussi, d'avoir de nouvelles tombes là où il n'y avait que des anciennes sépultures. C'est quand même important de regarder ça comme ça. Et les gens, on disait, mais non, ils veulent que des nouvelles de tombes tout au bout. Non, c'est pas vrai. On a réussi à vendre plein de concessions là où on avait fait les travaux de relevage et de replanification. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Square, places et placettes, il n'y a pas de secret ici. Il y a quelques endroits qu'on a envie de requalifier. On peut parler du square d'Alzenau, par exemple, qui est un exemple concret qui va se modéliser maintenant très rapidement, puisqu'on veut qu'il soit prêt pour accueillir les Allemands. Mais il y a d'autres endroits de Taon-les-Vosges qu'on a envie d'améliorer, qui sont devenus des endroits un peu comme des terrains vagues, sur lesquels nos yeux ne se reposent plus. Donc depuis quelques mois, on a voulu se dire, tiens, on va reposer nos yeux sur la ville, comme si on était des étrangers, et essayer d'améliorer quelques petites places et placettes. Alors on ne pourra pas faire ça à un rythme effréné, mais 2-3 places par an semble possible. Pour les stades Seyer et les Derlin, les travaux seront réalisés en 2024. Et donc 610 000 €, c'est la partie que nous devrons payer à l'agglomération d'Épinal, puisqu'on est sur des investissements beaucoup plus lourds. Globalement, on pense autour d'1,5 million sur le stade Seyer, à peu près. Et puis 800 000 peut-être sur les Derlin. Et tout ça va s'affiner dans les jours qui viennent. Et donc on est joueurs, on va faire Seyer et les Derlin la même année. Parce que les Derlin est dans un état pitoyable. Même si vous n'aimez pas le foot, intéressez-vous aux équipements publics. Vous allez sur la moquette du Lederlin. Alors n'allez pas sur l'aire de jeu, mais vous allez en dehors de la ligne de touche, entre la ligne de touche et la main courante, vous enfoncez votre doigt, tout passe à travers. Donc la moquette, elle va se déliter en un rien de temps. Et là, on doit agir de manière très, très rapide. Il y a des offres, d'ailleurs, qui ont été... une offre qui a été émise auprès de l'agglomération. Et il y a une réunion, j'ai demandé à Emre de présider une réunion la semaine prochaine pour finaliser les programmes, une bonne fois pour toutes. Mais par exemple, on aura sur les Derlin, Denis, j'ai pu le dire à Nicolas Clazadonte, on avait 8000 touffes au mètre carré d'herbe, enfin de synthétique. On va passer à 22 000 potentiellement. Donc on va changer de génération de stade et de terrain. Bon, enfin, on reverra ça plus tard. Et puis sur le stade Seyer, je le rappelle, donc mise aux normes du terrain de foot, déplacement de l'aire de saut à la perche, qui va se retrouver sans doute en face, un peu de tribune paysagère et rénovation des vestiaires, entre autres, parce qu'il y a d'autres investissements, mais principalement ceux-là. Parce que c'est pareil, vous rentrez dans les vestiaires, tu vas me dire, mais où est Bernard Juteau, ça fait quand même un bail, Bernard Juteau, quand même, maintenant. Voilà. Et puis, on a mis une provision pour les parkings des jardins de Cocagne, avec une participation minimum de 30% attendue. Voilà. S'agissant donc des services et de la logistique des services, évidemment, et de l'informatique, 125 000 € par an à peu près prévus.
C'est pas le Pérou, hein, vous changez une camionnette et puis ça y est, hein, il y a quasiment la provision d'une année qui est consommée. Hein. C'est fou. Donc ben voilà, on fait le total. Et là, on a le vertige, 15,8 millions. Et donc, ben, on met tout de suite en face des 15,8 millions les financements. J'ai fait la construction tout à l'heure des fonds propres. Donc, l'épargne, il y a 5,3 millions. Vous voyez que ça fait qu'un tiers. Hein. Un tiers du financement. C'est fidèle, par contre, à ce que vous voyez dans la slide du tout début. Hein. Un tiers, c'est comme ça que les collectivités financent leurs investissements. Donc on n'est pas déconnant. Mais en termes de structure de dette, on va quand même prendre une pilule. Hein. L'épargne, 5,3 millions. Le FCTVA, puisque moi j'ai tout mis en TTC. Hein. C'est essentiel de parler en TTC. Donc le FCTVA, il devrait être de 2,2 millions sur l'ensemble de ces dépenses. Et l'avantage du FCTVA, c'est qu'il est perçu maintenant l'année courante. Moi, quand je m'occupais des finances du département, c'était du N+2. Donc là, je ne vous l'aurais pas proposé là, puisque l'argent, on l'aurait touché que 2 ans après. Non, on le touchera en année N. Et puis, les subventions sur les projets d'investissement, il n'y a rien de garanti, hein, mais c'est 3,8 millions. 3,8 millions d'estimés, c'est quand même pas déconnant, à mon avis, par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a certains sujets sur lesquels on espère avoir plus que ce qu'on a indiqué, notamment pour être clair, sur le centre social, par exemple. On aimerait bien avoisiner 60-70% de subventions, quand nous, on a modélisé 50% dans le projet. Donc, ça fait 11,3 millions de ressources propres, et il faut ajouter de l'emprunt, puisque on ne boucle pas. Donc, 4,5 millions € d'emprunt sur 2 ans, d'emprunt nouveau. Et on va finir avec ça, avant de parler de la dette. Donc l'emprunt de 4,5 millions viendrait s'ajouter au capital restant dû de dette qui, à la fin de 2023, était donc de 6 300 000 €. Donc on passerait à 10,8 millions fin 25, 10 millions en cours de dette, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Hein. Depuis Bernard Juteau, tiens. Voilà. Donc... c'était l'équivalent de 15 années d'endettement en 1995, je m'en souviens. Donc là, on n'est pas à 15 ans, on finirait à moins de 10 ans, en espérant bien entendu, pas en termes de dépenses, ça ne sera pas mieux. Hein. En dépenses d'investissement, ce que je vous ai annoncé, c'est le minimum, à mon avis. Hein. En revanche, ce qu'on peut espérer, c'est peut-être des subventions un peu supérieures, mais vous voyez qu'on était prudent, nous, on n'a pas 35% de subventions, hein, là. Hein. Vous voyez, rappelez-vous le premier document. On est prudent, mais à mon avis, raisonnablement, parce que sur la voirie, et ça aussi c'est un vrai problème, les partenaires s'en foutent des voiries, ils ne financent pas. Alors que c'est quand même un élément essentiel aujourd'hui, notamment face aux transitions énergétiques et au bouleversement climatique. Si on ne change pas nos voiries et nos centres-villes, ça a été un peu compliqué pour que nos ensembles soient soutenables. Mais l'épargne sera peut-être un peu meilleure aussi, on verra bien. Mais grosso modo, je pense qu'on ne sera pas très loin de tout cela, si on va au bout de chaque investissement qu'on a listé, hein, ce qui est loin d'être sûr. Hein. Pas simplement qu'en raison de notre volonté, hein, en raison aussi de la capacité des entreprises à répondre, la capacité des maîtrises d'œuvre à faire un travail correct, etc. C'est du jamais vu. Ce qui me rassure, c'est que ce matin, j'ai eu la SEBL en ligne, et qui m'a dit que globalement, elle faisait le constat, parce que la SEBL, ce n'est pas des clowns, hein, ils ont je ne sais plus combien de dizaines de millions d'actifs actuellement, le problème semble général. Alors ça ne me rassure pas, hein, mais la qualité d'assistance des maîtrises d'œuvre, c'est quand même pas loin de la catastrophe. Et puis les propositions faites par les entreprises, ce n'est pas la catastrophe, mais c'est juste très problématique, quoi. Voilà. Alors du catastrophique et du très problématique, ça ne donne pas du génial à la fin. Hein. Donc moi, aujourd'hui, en fait, l'aveu que je dois vous faire, c'est que je suis en partie un peu démuni par rapport au contexte que nous vivons et de très forte instabilité qui nous frappe. Alors, ce n'est pas pour pleurer, c'est juste pour dire ce qu'il en est. Hein. Et qu'on va quand même essayer de rester combatif et d'avoir en 2024 et en 2025 un cycle sans précédent d'investissement dans la ville. Mais on a aussi pris beaucoup de retard sur un certain nombre de projets, et pour certains d'entre eux, c'est notre faute. Hein. Voilà. Faut quand même dire, faut pas chercher des excuses tout le temps. Hein.
Voilà, donc pour 2024, pour revenir sur la prévision de 2024, donc pour vous dire comment le 1,4 million d'épargne est modélisé, donc vous voyez en recette de fonctionnement les 9 millions à peu près, avec quand même 5,8 millions d'impôts et taxes. Ce ne sont pas des impôts directement prélevés par la commune, je le rappelle. Il y a là-dedans des attributions de compensation, il y a là-dedans des compensations de fiscalité perdue. Je ne vais pas faire de démonstration. Dotation et participation de l'État, 2,4 millions. Les autres produits de gestion courante, 800 000. Et puis en face, donc les charges à caractère général, qu'on arrivera à peu près à maîtriser, à 2 750 000. Les charges de personnel qui restent en dessous de 4 millions, à 3,9 millions. Les charges financières à 150 000, qui vont être appelées à progresser à court terme, si on s'endette à des taux de 3,5-4. Et les autres charges de gestion courante qui impliquent notamment les subventions et les participations, ça donne, notamment au CCAS, 815 000 euros. Mais ce n'est pas le CCAS qui coûte 815 000 euros. 7,6 millions. Donc, l'épargne, 1,4 million. On espère pouvoir le tenir. On continue, on finit sur la dette. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous pourrez bien sûr les faire à la suite. Donc, je vous rappelle que le capital de dette à la fin 23 était donc de 6,3 millions. Notre taux moyen de dette est de 2%. La durée de vie résiduelle est de 11 ans. La durée de vie moyenne d'un emprunt, elle est de 6 ans. Et on a 10 lignes, c'est-à-dire 10 emprunts en cours de vie. Et tous nos emprunts sont classés A, selon la charte de bonne conduite, puisqu'à l'époque, après la crise de Dexia, qui avait mis la clé sous la porte, il y avait une classification des emprunts pour que tout le monde ait de l'information sur le risque. Donc nous, il n'y a pas d'emprunt risqué. D'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup de taux fixes. C'est 94% de notre structure de dette. On aura à réfléchir si on s'endette en 2024, si on emprunte, en 2024, à la stratégie. Est-ce que taux variable, taux fixe Alors c'est marrant parce que quand les taux sont très bas, on dit qu'il faut faire du taux fixe. Quand les taux sont élevés, on dit qu'il faut faire du taux variable. Mais quand tu es en train de le faire, on dit ouais, mais si ça continue à monter. Bon, après, il y a d'autres instruments financiers qui peuvent être mis en place, des caps, des tunnels. On sait que Céline a l'habitude de le faire. Donc, on essaiera de gérer au mieux les intérêts de la ville. Sur la dette par prêteur, vous savez, je passe très vite, vous l'avez pour information. Le crédit mutuel reste majoritaire dans notre structure de dette. Et puis le profil d'extinction de la dette, c'est intéressant quand même de la voir comme ça, il faut juste passer 30 secondes. Mais c'est le rythme de désendettement sans emprunt nouveau. Et ça, il faut le tenir, il faut le prendre en compte, parce que par rapport aux emprunts nouveaux qu'on va faire, il faut se modéliser pour les suivants, ceux qui auront à gérer le conseil municipal à partir de 2026 jusqu'à 2032, mais même encore au-delà, c'est de se dire que si on emprunte 4 millions de plus, vous voyez qu'on va monter donc de 6 à 10, et que, parce qu'on va quand même commencer à le rembourser, mais enfin, on va pas ergoter, mais si tu rajoutes en 2027, par exemple, 4 millions aux 4 millions qu'il restera encore à rembourser par rapport au prêt d'avant, ça fera 8, à peu près, parce qu'on va quand même commencer à rembourser. Donc 8 millions, sans emprunt nouveau, sans endettement nouveau. Ça veut donc dire que de toute façon, à partir de 2027, il va falloir que les dépenses d'investissement de la ville reviennent à un niveau qui correspond à ce qu'elle peut faire à peu près historiquement. C'est-à-dire 2,5 millions, 3 millions par an. Quand là, on va être à 7 à peu près par an. Vous voyez la chose. Mais après, on va se dire, il est fou. De toute façon, ça fait quand même déjà un bail qu'on a prévu ça. Il n'y a quand même rien de surprenant. Donc s'il y en a un qui saute de sa chaise, je vais lui dire qu'il faudrait qu'il se réveille, ou qu'il ait évité de s'endormir à l'époque. C'est tout des investissements essentiels. Je ne vous demande pas de construire une grande tour à mon effigie devant la mairie qui coûte 5 millions. Par exemple. Non, des choses un peu en perspective. En fait, globalement, je pense que on va monter d'un coup dans notre structure de dette, mais il faut que une ville comme Thaon, elle ait un capital de dette toujours autour de 10 millions à rembourser en stock.
ce qui globalement nous donne quand même, puisqu'on le rembourse tous les ans, donc ce qu'on rembourse, on peut le réendetter un peu près, ce qui nous donne une meilleure capacité d'investissement quand même. Et on ne peut pas, dans cette ville, dire on arrête tout. Putain, j'ai repris un maire, moi, dans les vœux, il dit « Ah, vous vous rendrez compte, à la fin de l'année, on n'aura plus de dettes à rembourser. C'est génial, la ville. Ouais. La ville, elle est juste en train de crever. Hein. Écoute, vas-y, hein, gaillard. Hein. Mais, non, mais je ne comprends pas comment on peut avoir dans des exécutifs des gens qui s'honorent de ne pas avoir d'emprunt. C'est sûr, mais si vous et moi autour de la table, à moins que vous soyez tous des rentiers, hein, mais si vous et moi autour de la table n'avez jamais fait un emprunt, bah t'as jamais de baraque, t'as jamais de bagnole, bah t'as rien, quoi. Alors si t'es content de rien avoir, bah, continue, hein. Mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir de raisonnement économique ou d'attendre de couper la forêt. Il y en a qui attendent quand même de couper la forêt pour faire une route. Non mais je dis, c'est quand même pas possible ça. Quand je dis qu'il faut fusionner les communes. Voilà, chers collègues, avez-vous des remarques ou des questions sur les sujets ou des précisions que vous souhaitez faire aussi hein, sur un certain nombre de sujets, même si j'ai quand même été assez précis et je suis allé dans le détail. Hein. J'ai parlé longtemps quand même. Hein. Ah oui, longtemps. Hein. Mais bon, place au débat hein, et place aux échanges si vous le voulez. Ou même des remarques que vous voulez faire de manière plus générale. Ou je vous ai tanné. Hein? Non. Oui, c'est sûr, hein, la grande majorité d'entre vous, je le dis une fois par semaine, hein, ça. Puis ça dure toujours aussi longtemps d'ailleurs. Hein? Hein? Bah, c'est plus long parce que je vais dans le détail. Hein, Là, il s'agit aussi d'informer, dans notre configuration du conseil municipal, les habitants qui sont donnés la peine de venir, ceux qui regardent en ligne, ils sont toujours... il y a quand même toujours du monde qui regarde, donc c'est bien. Il faut informer quand même. Hein. Il faut informer sur les difficultés. Hein. Il ne s'agit pas... Puis vous avez vu, à aucun endroit, j'ai dit c'est de la faute de l'État ou c'est de la faute d'un tel. Hein. C'est des choix qu'on fait qu'il faut assumer, quoi. Sur le centre social, par exemple, Thierry, on pourrait se dire, bon, on n'a qu'à reporter, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis, même par rapport à tous les investissements, hein, puisqu'on était encore là dans une phase où le fonds vert, les DETR, la DSIL, les fonds régionaux étaient encore en progression, je peux vous dire qu'à mon avis, d'ici 2026-2027, et sans doute au début du prochain cycle électoral, je crains que les financements externes, ça soit plus ça. Hein. Donc il y a aussi la maison de santé, on y est allé, paf, on a fait 70% de subventions, les terrains de tennis 110, tous les projets, on a quand même en général, on va chercher les subventions avec les dents. Les sapeurs-pompiers, la caserne, moi j'ai Julien Le Goff qui me dit tiens tu passeras un bon réveillon, clac, 700 000 pour la caserne, l'argent il tombera plus comme ça par les instances extérieures. Donc c'est l'emprunt hein, qui fera la différence. Hein. Donc on est dans un contexte où on est encore un peu, si vous voulez, sur la fin d'un mouvement massif de soutien à l'investissement des collectivités, avant un prochain cycle, moi je mets ma paye de décembre sur la table, où ça va être, paf, ça va s'arrêter d'un coup. Hein. Et on va avoir des cycles d'investissement qui vont se résorber. C'est sûr et certain. Sur fond de crise, etc. Donc je suis pas... Comment c'était celui qui disait toujours que ça va être une catastrophe, Laroun Tazieff, non? C'est pas lui qui disait ça, non? Je ne dois pas vraiment avoir 40 ans. Mais il disait que ça allait être toujours catastrophique, que ça allait être la fin du monde, etc. Donc je dis pas ça. Hein. Mais on doit être en plus tactique quoi, dans ce moment, sans avoir tous les éléments en main. Alors c'est extrêmement intéressant, c'est stimulant, mais c'est stressant et pas simple. Sur l'école Bouxières, on aurait pu se dire, bon voilà, on arrête, on va juste mettre nous-mêmes des plaques de polystyrène, on va descendre les plafonds, machin. Tu vas te retrouver avec un reste à charge qui risque d'être supérieur, excusez-moi du terme, mais en faisant de la merde. Voilà, mais faut être tactique aussi, hein, faut avoir les visions. Hein, donc ça va, ce qui est bien, je vous en remercie hein, d'ailleurs, hein, c'est qu'on les partage, quoi, ces visions-là. Hein. Imagine, tu tombes dans un conseil municipal qui dit « Ah mais non, faut économiser. » Économise, ouais.
On a des besoins urgents pour développer notre ville, hein. Ça, vous le savez bien, hein. Alors, et puis, il ne faut pas qu'on oublie qu'on va avoir des obligations en termes de décret tertiaire, de sobriété énergétique, etc. Donc, je n'ai pas parlé non plus des projets externes qui vont être portés par l'agglo, on y reviendra un autre jour, par l'agglomération d'Épinal, hein, dès 2024, Rotonde, Domaine des Lacs, halte fluviale plutôt 2025, et puis le réseau de chaleur urbain. Puis on l'espère aussi, le projet de... On a un espoir là sur les pas du Cèdre Bleu d'obtenir un financement dans le PAI de l'ARS dès 2024. Ça serait vraiment une bonne nouvelle, mais on s'accroche à toutes les branches, hein. C'est un vrai sport. Voilà, moi j'ai fini. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non? Il y a aussi tout ce qui ne figure pas, hein. Il reste des choses à faire, hein. Il y a certains... Il reste beaucoup de choses à faire, donc je ne suis pas tellement, si vous voulez, pour le prochain conseil municipal et pour nos successeurs, moi j'ai pas vraiment d'inquiétude, hein, par rapport à du travail en perspective, hein. Aucune inquiétude, hein. Il reste énormément de grains à moudre, hein. Il reste des dizaines de kilomètres de voirie à revoir, il reste X bâtiments à moderniser, c'est loin d'être fini, hein. C'est jamais fini. On aurait pu finir là-dessus. Non? Pas de regret? Bon, bah écoutez, il n'y aura pas eu de débat d'orientation budgétaire, mais j'ai un peu débattu avec moi-même de temps en temps, mais on pourra déterminer qu'il aura comme eu lieu. Hein? Ah, oui, oui, ça a été dense, hein, mais je crois que c'est quand même très important, hein. C'est sans doute, par rapport aux décisions qu'on prend, une des séquences les plus cruciales de l'année, hein. Parce qu'après le budget, c'est plus... Le budget en découle, hein. Voilà, donc il n'y a pas de vote. Donc je vous demande juste effectivement de bien me rendre grâce du fait qu'il y a eu un échange de l'information qui vous permette d'aborder le budget ensuite qu'on votera, je ne sais plus. C'est quoi le jour du budget? Pardon? 22? Oui, le 22 février, voilà. Merci. Très bien. Alors j'ai fini. Si vous ne voulez pas rebondir, pas de problème. Simplement, est-ce qu'il y aurait des remarques diverses et variées, des questions sur tout autre sujet? Non? Non? Bah écoutez, moi ça témoigne aussi d'un travail. Alors c'est pas le cas dans toutes les délégations. Je le déplore. Mais quand même, dans l'immense majorité des cas, il y a un travail de commission vivant, interactif, dont on me rend compte régulièrement, des échanges nourris moi-même avec les élus, qui soient adjoints au maire, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, et puis les conseillers municipaux délégués. Il y a vraiment de très nombreuses interactions, donc c'est sûr que ce soir, il n'y a pas de scoop non plus, hein, c'est sûr. Voilà. Donc il ne faudra pas partir avant de signer. Pas de remarques, pas de questions. Donc on clôture le conseil. Merci et puis bonne soirée à tout le monde.